Bienvenue sur la plateforme Build Africa Together et le podcast Histoire d'audace. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élodie Dagneau, notaire à Dakar, qui va nous partager son parcours et son expérience ici au Sénégal. Bonjour Élodie. Bonjour Mathie. Comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là parmi nous. Merci à toi dans le podcast. Invité. Avec plaisir. Un plaisir d'entendre ton parcours et ton histoire ici au Sénégal. Merci. Je t'en prie. Alors, Élodie, avant d'être notaire, avant ta casquette de notaire, dis-moi qui es-tu en tant que mère, personne humaine? Dis-nous un peu. Qui est Élodie? Cette question. Je suis Élodie Dagneau, je suis donc notaire, tu l'as dit, ça c'est le côté professionnel. J'ai 45 ans bientôt, je suis maman d'une jeune fille de 17 ans. Je vis au Sénégal depuis 2006. Je suis, je dirais, au niveau de ma personnalité, une insatiable curieuse. Donc là, j'ai grandi dans une famille en France, une éducation et une famille assez tranquille en région parisienne. Je viens d'une famille assez particulière. J'ai un grand-père qui a été résistant pendant la guerre, qui a été déporté. Donc on a une éducation dans la famille aussi assez forte sur certaines valeurs. J'ai choisi de faire des études de droit aussi, d'ailleurs inspirée par plusieurs mentors dans ma famille qui m'ont poussée vers ce domaine-là. Et donc voilà, on va dire ce que j'ai tout cet environnement familial autour de moi qui m'a permis effectivement d'être aujourd'hui la femme que je suis. Donc une personne de valeur, guidée par les valeurs familiales, oui. Par l'histoire de ta famille, oui, notamment, et quelqu'un qui est curieuse. Très curieuse. Je suis très éclectique dans beaucoup de choses. Ouais. Musicalement, je me suis remise au piano d'ailleurs il y a pas très longtemps, qui a été ma passion pendant de nombreuses années. J'ai arrêté pendant mes études et là je viens de racheter un piano il y a quelques mois par exemple. C'est un instrument qui m'a beaucoup accompagnée et beaucoup aidée à m'exprimer, à faire créative. Donc oui, je suis insatiablement curieuse sur beaucoup de domaines. D'accord. Donc, tu me dis que tu es née en France. Oui. Tu es là depuis 2006. Oui, ça fera 20 ans l'année prochaine. 20 ans. C'est une énorme tranche de vie, oui. Incroyable. Oui. Mais comment est-ce que tu as quitté ta banlieue parisienne pour te retrouver à Dakar et y vivre pratiquement 20 ans? L'amour, madame. Ah. À la base, écoute, ça a été une rencontre quand j'étais en dernière année de droit. J'ai rencontré par l'intermédiaire d'une de mes amies, qui est d'ailleurs au Sénégal aussi, le père de ma fille. Et puis, chemin faisant, en discutant tous les deux, on a eu ce projet de mariage. Donc, on était en France. Et ensuite, on s'est dit, mais pourquoi ne pas venir s'installer au Sénégal? Chacun étant à un tournant professionnel. Donc, c'était le timing souhaité. Au départ, pas forcément pour rester d'ailleurs longtemps, mais pour rester peut-être quelques années, le temps de voir comment ça allait évoluer. Et au final, ça a été un grand bouleversement puisque on s'est séparés en 2009. La particularité, c'est que mon ex-mari, le père de ma fille, est rentré en France. Donc lui, il est venu, mais il est rentré en France. Il est rentré en France tout de suite après notre séparation. Ouais. Et moi, je suis restée. Donc ça a été effectivement déjà un premier choix dans ma vie de me dire en 2009, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste au Sénégal ou est-ce que je repars avec ma fille? Et plusieurs éléments m'ont poussée à rester. Déjà, j'ai été très accompagnée, très soutenue dans mon choix, quel qu'il soit d'ailleurs par ma maman. Je suis extrêmement proche de ma maman, donc qui est la fille de l'homme dont je t'ai parlé tout à l'heure, de mon grand-père, donc côté maternel. Je suis très proche de ma mère et ma mère m'a toujours soutenue quelque choix que je fasse. Elle c'est sa priorité, c'est que je sois bien, que je sois heureuse. Et ma mère venait assez régulièrement au Sénégal et a continué ensuite de venir d'ailleurs en moyenne 2 ou 3 fois par an. Donc le choix de se dire non mais maintenant tu rentres, c'est bon, viens. Donc il y a eu déjà ma maman qui m'a laissé libre de mon choix sans aucune pression.
Ça a été plus dur du côté de mon père. Ouais. Mais côté de ma maman, c'était complètement acquis. Il n'y avait pas de souci sur ça. Et puis, mon entourage professionnel. À l'époque, je travaillais dans une étude de notaire déjà, et la notaire avec laquelle je travaillais vraiment m'a aussi mis dans des conditions de m'encourager à rester. Léna était toute petite, ma fille avait 15 mois, donc c'est vrai que c'était un choix de rester effectivement qui a été poussé par certains événements à ce moment-là. Oui. D'accord, parce que il aurait été plus facile entre guillemets, plus facile de rentrer, de rentrer et de retrouver en fait tes marques. Mes repères. J'avais pas quitté depuis très longtemps, oui. Donc une réinsertion professionnelle dans un milieu juridique qui évolue beaucoup en France aurait été assez facile, même je pense. Donc oui, ça et le choix de la facilité. Non, ça te ressemble pas. Non, c'est vrai. Ouais, je fais pas toujours les choix les plus simples, effectivement. Parce que même le choix à l'époque, en 2006, de venir avec ton mari t'installer au Sénégal, oui. C'était pas encore en vogue de revenir s'installer. Je pense, oui. Est-ce que toi, tu avais déjà un lien avec l'Afrique ou le Sénégal, est-ce que tu connaissais déjà? Ou est-ce que avant de connaître le père de ma fille, non. Ouais. J'avais eu des liens plutôt à travers ma famille. Mes parents ont vécu en Algérie quelques années. Ils en ont gardé un souvenir extraordinaire. D'accord. Mon frère a fait quelques missions de convoyage humanitaire entre le Togo dans cette zone-là, et il en avait aussi gardé un souvenir extraordinaire. Mais moi personnellement, non, je n'étais jamais allée en Afrique. Et aucune ni Maghreb, ni rien. Ah non, j'étais amoureuse. Ah ouais. ça fait ah oui, tout. Ah, ça fait tout. C'est formidable. Ouais, c'est incroyable. Non, et puis je suis, tu sais, il y a aussi l'accueil que j'ai eu. Je suis venue en 2006 m'installer en mars, je pense, mars-avril 2006. J'étais déjà venue quelques mois avant. Mon ex-mari m'a précédée d'à peu près 1 an. Et j'ai rencontré donc ma belle famille et j'ai été tout de suite extrêmement bien accueillie. J'ai une chance énorme. Ce sont des gens extrêmement bienveillants. J'ai toujours d'extraordinaires relations avec mes belles-sœurs, avec les tantes de ma fille, avec mes beaux-parents. Tu vois, là, la Tabaski, on la passe ensemble. On a gardé d'extraordinaires relations très proches. Avec le papa. Oui, mais ça n'a jamais posé de problème parce que j'ai toujours maintenu ce lien. Quels que soient les hauts et bas qu'on a pu connaître après la séparation, j'ai toujours maintenu ce lien avec sa famille paternelle, et cette relation-là, elle persiste et elle a toujours été depuis l'accueil, depuis mon arrivée, vraiment exceptionnelle. Ouais. On peut parler d'un coup de cœur pour le Sénégal? Oui, vraiment. Ouais. Vraiment, personnellement, même dans mes relations professionnelles aussi. J'ai eu beaucoup de chance. Ça a été une série comme ça d'opportunités, de rencontres qui ont jalonné mon parcours depuis Aïda, voilà, pour ne pas la citer, en 2003, donc en droit. La notaire, voilà, mon amie qui est notaire, effectivement, Anya Parou. Et ça a été effectivement depuis lors une série de rencontres après qui ont permis mon intégration ici et de me faire aimer vraiment ce pays sincèrement. Ouais. Quand je pars en France plusieurs semaines, il faut que tu rentres chez toi. Ah oui. Que tu es chez toi. C'est ça. Ouais. Ouais. Et du pays, Ouais. Du coup, donc tu es là avec ta fille que tu as élevée ici. Ouais. Donc tu as forcément tu as ta carrière professionnelle. Comment ça s'est passé? Tu es rentrée directement? Tu as trouvé du travail facilement? Ou est-ce que ça a été un peu compliqué parce que tu viens d'arriver, t'as pas forcément les connexions qu'il faut pour pouvoir trouver un travail au Sénégal. Comment ça s'est passé ça? Alors, j'ai eu encore une fois de la chance. J'ai un beau-frère qui a eu à travailler, qui travaillait avec quelques notaires. Lui, il est expert comptable de profession. Il m'avait présenté à quelques notaires. Et puis ça s'est fait finalement. Et je suis allée j'ai intégré une étude assez rapidement en fait. Avant même de venir, j'avais déjà aussi échangé et eu quelques propositions. Je pense que mon profil pouvait intéresser quand même. Donc du coup, j'ai eu plusieurs propositions et j'ai opté pour choisir donc de travailler là où j'ai été pendant 12 ans avec Maître Tamaro Seydi, où je suis restée 12 ans donc avec elle et ses équipes
qui m'ont aussi extrêmement bien accueillie, aidée, formée aussi, parce qu'il y avait beaucoup d'aspects. J'arrivais à 26 ans avec mon bagage juridique. J'avais déjà travaillé 4 ans avant dans une étude à Paris, donc je connaissais déjà quand même le milieu. Je sortais pas toute fraîche de mes études sans aucune expérience, mais c'est vrai que la pratique parisienne, la pratique dakaroise, c'est pas la même chose. On fait un métier où la pratique compte beaucoup. Il faut être assez formé pour ça. Et j'ai eu de la chance d'avoir non seulement Tamaro, Cédi, et puis ses collaborateurs qui m'ont beaucoup aidé sur ça. Donc ça m'a permis effectivement de petit à petit m'adapter. Donc tu t'es installée, tu as une carrière professionnelle qui a été riche très rapidement. Donc tu as eu des collègues. Et ce qui est incroyable, c'est que tu me dis, donc tu es restée avec ta fille, tu as choisi de rester avec ta fille de 15 mois, donc tu t'es séparée du papa, et malgré tout, aujourd'hui tu me dis que tu as passé la Tabaski avec ta belle famille, donc pour toi c'était important, comment est-ce que tu élèves ta fille? C'était important de garder ces relations-là avec la famille. Comment ta fille, tu l'élèves dans quelle culture? Dans la culture française, parce que tu n'es plus ou alors dans une culture double. Comment est-ce que tu as panaché tout ça pour vivre? De manière totalement inconsciente, je pense d'ailleurs. Dans la double culture, oui, mais pas forcément de manière très consciente, en dosant ça de manière mathématique et calculée. Ça s'est fait très spontanément. Culture française, oui, ça clairement. Et en même temps, la France à certains moments ne l'attirait pas plus que ça. Et culture sénégalaise également, parce que comme je te le disais, je tenais vraiment à ce qu'elle garde ce lien. Elle est très proche de ses grands-parents, donc ma fille, elle parle couramment wolof. Incroyable. Parce que moi, en 20 ans, je baragouine encore et j'en suis vraiment, c'est mon plus grand problème. Mais elle il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard, ouais, c'est vrai. Faut vraiment que je me mette un challenge sérieusement pour améliorer ce côté-là chez moi. Mais ma fille, elle le parle couramment, elle est très à l'aise. Depuis qu'elle est petite aussi, je l'ai un peu adaptée. Elle avait une nounou qui l'amenait parfois le week-end avec elle, passer la journée. Donc elle allait à Fass chez sa nounou, elle passait la journée avec les enfants du quartier. C'était des actes volontaires de ma part pour qu'elle ne grandisse pas dans un environnement surprotégé avec une maman française et sénégalaise, oui, mais française avant tout peut-être quand même, en tout cas dans l'apparence. Et qu'elle puisse connaître cette diversité, c'est important. Et je veux que ma fille ait la même faculté d'adaptation que j'ai et la même curiosité que j'ai, parce que je pense que c'est un peu mes 2 caractéristiques principales que j'essaye de lui transmettre, de savoir s'adapter, savoir accepter l'autre tel qu'il est, avoir cette curiosité d'esprit, cette ouverture au monde qui correspond vraiment aux valeurs dans lesquelles mes parents m'ont éduqué, et qui t'a ramené aujourd'hui justement à aller au-delà des frontières et de sortir de ta zone de confort sans forcément en souffrir et que ce soit un poids. Donc il y a eu des moments plus de questionnement quand même, mais effectivement à chaque fois je pense que j'ai pu trouver des ressources pour rester dans ma voie, même s'il y a eu un flottement pendant quelques années au moment où j'ai décidé de démissionner et de partir faire autre chose. Donc j'ai eu une période où je suis allée travailler en cabinet d'avocat pendant quelques années. Et donc là, ça a été un petit peu un flottement où je me suis vraiment de nouveau posé la question du retour. Et j'en parle avec Léna parce que ma fille c'est vraiment ma complice. On est extrêmement fusionnels. Et elle me regarde et elle me dit mais vas-y. Moi, je reste là. Moi, chez Mam, il y a ma chambre. Je reste. Mais toi, tu peux partir. Et pour les vacances, je viendrai ou tu viendras. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait OK. Bon. On va revoir les choses autrement. On va réfléchir autrement. Et comment comment rebondir, comment trouver autre chose quand on vient d'un métier qui est extrêmement généraliste, comme le notariat où on touche à tout. On n'est pas réellement spécialisé dans quelque chose, mais on peut accompagner les gens sur beaucoup de sujets. Et là, je me suis quand même posé la question, vraiment, j'ai eu un petit brouillard professionnel de comment je vais pouvoir me rebondir, faire autre chose. Et en fait, là encore, ça a été un échange que j'ai eu avec une personne qui est
qui est chasseur de tête professionnel, qui a vécu à Dakar, qui est installé en France maintenant. Et il m'a beaucoup aidé, beaucoup coaché sur le fait de me dire, mais cherche en toi. Il y a des choses que tu sais faire, que tu maîtrises. Et ça, après, tu peux présenter les choses de telle façon. Tu peux aussi chercher quelles sont tes compétences vraiment propres. Qu'est-ce que tu sais faire toi, Élodie, comment quand tu prends un dossier tu le traites, comment tu arrives à gérer ta relation avec tes clients. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je me suis du coup permise de me dire bon bah ok, je vais aller taper à la porte d'autres personnes. Et puis je suis arrivée en cabinet d'avocat où j'ai eu une expérience assez aussi intense. Ouais, assez intense. Très intense en termes de travail. En termes de travail, en termes social. Voilà, ça a été une belle opportunité que m'a offerte Maître Ouda et j'ai travaillé pendant 4 ans, quasiment, oui, jusqu'à la dernière étape, on va dire. Ouais, en tant que notaire, bah justement. Exactement, oui. Pour rebondir sur ce sujet-là, tu as prêté serment. Oui. Ici, au Sénégal. 2022, oui, c'était assez exceptionnel, toute la préparation, d'ailleurs les visites de courtoisie, la surprise aussi, forcément. Oui, j'ai un profil atypique, donc à partir de 2020, avec mon associé, on s'est rapprochés pour monter ce projet. On a commencé à en discuter. On travaillait beaucoup ensemble, elle en tant que notaire, moi en tant que conseiller juridique dans un cabinet d'avocats. Et puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle me le propose. Et c'était assez osé de sa part, parce que je pense que l'audacieuse là dans ce contexte-là, c'est elle, parce que mon profil est quand même particulier. Elle m'a demandé si je cochais les cases pour être nommée. On était à une vague de nominations de notaires à cette époque-là, où il y a eu une 40aine de mes confrères qui ont été nommés. Et moi, j'avais effectivement déjà avancé. Enfin, je respectais l'ensemble des critères nécessaires pour accéder à cette profession, qui est une profession assez fermée, ça c'est certain. Il faut être de manière objective, même s'il y a une ouverture ces dernières années que je salue. Il y a des critères qui sont liés aussi à la responsabilité et à la nécessité d'être formé pour exercer ce métier. Donc, je pense que c'est normal d'avoir aussi une certaine exigence pour y accéder. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu quand même cette ouverture à la profession vers des personnes qui remplissaient l'ensemble des critères et ont pu être nommées notaires. Donc à cette période-là, mon associé actuel s'est rapproché de moi et m'a proposé ça. Et vu notre compatibilité en termes de travail, on partage les mêmes valeurs de bosseuses. Donc on se retrouvait déjà avant et c'est je pense pour ça que on a rapidement eu à s'entendre. Puis au-delà de nos valeurs professionnelles, on partage des valeurs personnelles de foi aussi qui sont communes. Bon, elle dans l'islam, moi, christianisme, je veux dire, on est bon, ça c'est une autre parenthèse de ma vie. Bon, j'ai une coach pour me rapprocher de ma foi là ces derniers temps d'ailleurs. Mais vraiment? Ah oui, enfin j'ai une de mes amies qui m'a énormément aidée depuis quelques années sur des sujets de doute et des phases de doute que j'ai pu avoir, et ça aide aussi d'avoir une mentor dans ce sujet. Donc avec Tabara, on s'est entendu, on a cheminé, on a eu des hauts et des périodes assez difficiles dans notre évolution vers l'association, parce que malheureusement pendant la période du Covid, et elle a perdu une de ses collaboratrices qui est décédée du Covid. Ça nous a effectivement beaucoup affecté. Et c'était une période assez difficile à ce moment-là quand même. Donc après on a pu finaliser ça jusqu'à ce que je prête serment effectivement en avril 2022 avec avec un collaborateur avec qui j'avais j'avais collaboré chez Tamoro pendant quasiment 10 ans. Donc c'était vraiment incroyable qu'on puisse prêter serment ensemble ce même jour, Et il y a un autre aussi de mes confrères qui prêtait serment aussi. Donc on était 3 ce jour-là à prêter serment. Et oui, c'est une date marquante dans un parcours, parce que au départ, quand je suis arrivée, je n'y pensais pas. Quand j'ai quitté en 2018 Tamaro, je n'y pensais pas. Ça a été une série, encore une fois, d'opportunités, de rencontres avec des gens qui après m'ont proposé, et ça a été effectivement
Moi, je prends ça comme une grâce, en fait, parce que j'ai beaucoup de gratitude pour ce que le Sénégal m'a offert et ce que mes rencontres au Sénégal ont pu m'offrir dans mon parcours. Ouais, vraiment. Et je pense aussi, effectivement, tu as raison, c'est de la grâce et des opportunités. Mais tu sais, la personne en tant que personne aussi, c'est elle qui crée ces opportunités. Je pense que si tu n'avais pas été ouverte, si tu n'avais pas été curieuse, si tu n'avais pas montré le fait d'être adaptable, de vouloir vraiment pouvoir toucher à tout, être curieuse et être ouverte, tu n'aurais pas eu ces opportunités-là, tu n'aurais pas pu avoir ces rencontres-là. Donc le comportement et les valeurs sont importants aussi dans le cheminement de vie professionnelle et personnelle. Oui, je pense qu'il y a une certaine attractivité des connexions mentales et autres qui se font parce que les choses se sont passées juste parce que certaines personnes au moment de ce mouvement de nomination comme notaire se sont rappelés qu'il y avait quelqu'un là qui était dans le milieu. On va voir où est-ce qu'elle est maintenant. Enfin, ça c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense pas que j'aurais pu vivre cette relation humaine et relation sociale que je connais à travers mon travail. C'est pour ça d'ailleurs que mon travail me passionne aussi. Le notariat à la base a été aussi un choix de carrière parce que je trouve que c'est un métier dans lequel on rentre dans la vie des gens. Vraiment. Et après, tout dépend un petit peu du secteur d'activité dans lequel on peut se spécialiser éventuellement, mais on accompagne. Bon, moi, je fais beaucoup plus de droit des sociétés, donc j'accompagne beaucoup de chefs d'entreprise, mais qui vont après me confier des aspects beaucoup plus personnels de leur vie, de transmission et autres. Et donc, c'est un métier qui nécessite de l'écoute et d'entrer dans la vie des gens. Et on en avait parlé, toi et moi. Moi, j'ai eu une espèce de privilège quand je suis arrivée par rapport à l'exercice de mon métier. Et c'est là où je sens la différence peut-être avec mes confrères et consoeurs. C'est qu'il n'y a pas... Enfin, mon objectivité va être va m'aider en fait dans certains sujets. Je pense que le fait de ne pas forcément connaître tous les codes et culturels, surtout au début, ou de ne pas avoir de jugement sur tel ou tel sujet, m'a permis vraiment de développer une relation très particulière avec mes clients qui on me confie des choses. Je ne dis pas qu'il le dirait pas à un confrère sénégalais de souche en quelque sorte, mais il y a aussi un certain recul qui m'a aussi aidée beaucoup. Donc je me suis sentie privilégiée. J'avais un client un jour qui me l'avait dit d'ailleurs que c'était un des atouts que je pouvais effectivement avoir, que je ne ressentais pas forcément, mais avec le recul, je m'en suis rendu compte qu'effectivement ça pouvait jouer. Oui, je pense que ça peut jouer parce que tu as un certain recul, tu as aussi une certaine déconnexion, enfin pas déconnexion, mais tu n'auras pas de jugement de valeur culturelle ou quelconque sur un sujet qui peut être assez sensible, parce que forcément quand tu es avec un notaire sénégalais bon teint, il va forcément avoir des codes culturels, des jugements culturels sans le faire exprès, oui, c'est sur des dossiers qui peuvent être assez sensibles. Donc ça peut être toi effectivement un atout et on peut être peut-être plus à même à se confier sur des choses qui sont peut-être plus difficiles à dire ailleurs. Oui, on est le réceptacle du coup de beaucoup de confidences effectivement. Mais c'est cette relation de confiance aussi qui fait la beauté de notre métier. Et oui, après il y a la confidentialité qui est absolue et qui prime quel que soit le notaire chez qui on va. C'est une de nos règles fondamentales dans notre profession. Mais j'ai envie de dire, elle sera encore mieux peut-être verrouillée chez moi, qui n'est pas forcément de lien, surtout dans mes débuts, mais même encore aujourd'hui, effectivement. Alors, une question, je vais être très cash. Est-ce que le fait d'avoir été, du coup, j'ai pas l'impression, d'avoir été blanche, t'a posé un problème au niveau de ton ascension professionnelle ou de tes relations? Non. Non. Franchement, objectivement, je ne l'ai pas senti. Déjà, dans mon cadre professionnel, j'ai été extrêmement bien accueillie.
tout de suite. Les collaborateurs que j'ai trouvés chez Tamaro, qui étaient là, l'équipe qui était déjà constituée, ont été extrêmement bienveillants et moi je ne l'ai pas du tout en tout cas ressenti, vraiment pas du tout. Et je pense que c'est aussi parce que ça fait partie de ma personnalité, de mon caractère. Bien sûr. Je suis quelqu'un de naturellement ouverte. Il faut aussi, quand on arrive comme ça, et puis j'étais jeune, je venais d'une étude à Paris, il faut beaucoup d'humilité. Ouais. C'est déterminant aussi pour bien s'intégrer. Et même parfois, j'ai encore du mal à habiller la fonction, tu vois. Ouais. Je reste encore T'es notaire. les pieds dans le cambouis, quoi, les mains dans le cambouis. Ouais. Non, j'aime, voilà, j'ai donc une accroche très réelle sur mon métier et j'ai parfois effectivement le statut, le titre et autres, c'est vraiment pas quelque chose qui me colle, non. Ouais, c'est pas ça qui te fait vibrer ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Toi, c'est vraiment le métier, l'amour du métier. L'amour du métier, qu'avec mes collaborateurs, on forme une équipe soudée, qu'on puisse, qu'ils puissent venir me voir quand il y a des bonnes choses ou des mauvaises choses aussi. Voilà, j'ai connu des managements difficiles et ça, je pense qu'à un moment donné, ça peut être assez, ça peut provoquer des risques pour son entreprise. Il faut rester au contact, quoi. Donc, c'est très. Tu as quand même prêté serment. Tu as ton cabinet de notaire avec ton associé. C'est ça. Vous gérez des gros dossiers de société personnelle. Donc aujourd'hui, tu as quand même ta place légitimement. Mais tu vois, je le vois pas je l'ai pas forcément vécu comme un accomplissement. Oui, j'ai ma place. Oui, c'est. Je vais pas dire que je me suis battue ou que j'ai attendu, parce que ça, encore une fois, c'est une grâce. J'ai des confrères et consoeurs qui ont attendu vraiment des nominations pendant de longues années, qui ont cherché à faire autre chose avant de pouvoir être nommés. Moi, quand j'ai quitté en 2018, j'étais donc, comme je te disais, en cabinet d'avocat. J'avais même des propositions avec Maître Ouda. On était en train de discuter sur d'autres sujets de développement et autres. J'ai failli aller à Abidjan. Enfin, je veux dire, les choses auraient pu être complètement différentes, tu vois. Et c'est vraiment à travers des rencontres que j'avais eues dans mon ancienne vie, qui sont revenues vers moi. Et puis à travers parce qu'encore une fois, Aïda, dans mon rapprochement avec Tabara, elle est là. Elle a été, c'est elle qui m'a aussi soufflé, mais vois avec Tabara, rapproche-toi d'elle, travaillez ensemble. Je suis sûre que vous allez pouvoir vraiment bien échanger toutes les deux. Et on se connaissait déjà avant de manière personnelle et professionnelle, mais c'est vrai que ça nous a permis. Sans ça, il n'y aurait pas eu aussi cette connexion petit à petit qui s'est créée. Donc, je n'étais pas dans une posture d'attente ou autre. Donc, quand cette opportunité quand j'ai reçu mon certificat d'aptitude à la fonction de notaire, je me suis dit bon, c'est la première étape. On verra ce que ça donne. Mais j'étais pas dans une phase spécialement d'attente ou autre. Et moi, j'étais dans mon cabinet d'avocat avec des dossiers par-dessus la tête. Et puis les déplacements régulièrement à Abidjan. J'avais une vingtaine de collaborateurs sous ma responsabilité. Plus l'équipe à Abidjan aussi pour une partie. Donc c'était vraiment, j'étais dans autre chose. Et je me suis dit, ok, on me donne ce certificat d'aptitude. Qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce que je vais en faire quand j'ai eu cette proposition a été aussi une bénédiction parce que par rapport à l'ENA, le travail en cabinet d'avocat était extraordinairement passionnant mais très prenant. Quand t'as un enfant. C'était difficile. Je l'ai pas beaucoup vu de ses 10 ans à ses 14 ans, on va dire. Et ça, c'était quand même une période difficile personnellement pour moi, d'avoir un peu été un courant d'air à certains moments. Je l'élevais seule, donc voilà. Donc c'était pas du tout simple, Mais après, quand j'ai eu cette opportunité, effectivement, de retourner au notariat, je savais quand même que le rythme allait être différent, que j'allais pouvoir m'organiser autrement. Et ça aussi, c'est venu à un moment donné où c'était. J'en avais besoin. J'en avais besoin, Donc c'était important pour moi aussi, Et Elodie. Pour moi, le Sénégal, ça a été, pour toi, quand je t'entends, une terre d'opportunités
de rencontres, vraiment de beaucoup d'opportunités qui sont bien tombées, de grâce, comme tu dis. Est-ce que tu penses que tu aurais eu les mêmes opportunités si tu étais restée en France? Alors, vraiment, je suis pas certaine. J'étais dans l'étude dans laquelle je travaillais à Paris. Aujourd'hui, j'ai plusieurs de mes anciens collaborateurs qui se sont associés. Je ne pense pas forcément. Oui. C'est difficile de pouvoir comparer. Oui. Mais la manière dont ça s'est passé là au Sénégal, les connaissances, la profondeur des relations que l'on peut nouer avec les gens, c'est ça qui est unique ici, je pense. Je crois que dans notre relation professionnelle, on a cette relation qui se maintient de confiance. Je parlais la semaine dernière à un de mes confrères à Lyon qui me parlait de la dégradation de la relation entre le notaire et son client en France, où vraiment ce lien de confiance n'existe plus. Aujourd'hui, les clients, ils arrivent, ils ont déjà traité les questions qu'ils vont poser au notaire avec ChatGPT. Ils montrent au notaire, voilà. Alors, si le notaire jamais s'écarte de ce que ChatGPT a dit, ils lui disent, mais non, c'est pas ça, c'est comme ça parce que ChatGPT m'a dit ça. Donc, il y a vraiment une certaine, je dis pas que c'est général, hein. Je pense pas que ce soit général. Mais au Sénégal, dans notre environnement, il y a vraiment, on n'a pas du tout ce genre de relation. La proximité que l'on peut avoir, la relation de confiance que l'on peut avoir avec nos clients est très forte et elle est extrêmement enrichissante. Et on fait avant tout un métier. Bien sûr, on est délégataire de puissance publique, on a tout ce volet qui nous est confié par l'État, mais on est aussi au service des gens. Et le service aussi, c'est une immense satisfaction personnelle, je pense. C'est-à-dire qu'on va offrir au client un service, il va le recevoir, mais moi, la satisfaction de savoir que ce que j'ai pu offrir comme prestation à mon client a convenu, lui a permis de débloquer une situation, mais c'est une immense satisfaction. Si je pense ça m'a beaucoup nourri. Et je crois qu'effectivement, ces 20 ans d'expérience bientôt au Sénégal ont été très enrichissantes, ça c'est certain. Et je suis pas sûre que j'aurais vécu de la même manière à Paris ou ailleurs cette vie. Déjà, bon, j'ai éduqué ma fille différemment, ça aurait été pas la même chose. Je suis contente qu'on ait fait notre chemin de vie ensemble ici. Là, dans 1 an, elle va partir. Oui, bientôt. Là, c'est changement de vie. Il va falloir me trouver plein d'occupations pour que je ne tombe pas en dépression. Mon associé me dit, fais un autre enfant. Je dis, bah oui, tiens, retour à zéro. Bonne idée. Ah, non, ça, pourquoi je sais pas. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et c'est Dieu qui décidera, on verra. Mais c'est vraiment un changement aussi qui m'attend. Et elle veut aller en France. Après avoir longtemps hésité avec le Canada, maintenant je pense qu'on est plus sur la France. C'est bien, c'est plus simple pour moi. Maman, ça fait moins loin. Au Canada, c'est un peu compliqué. J'ai entendu que ça avait l'air d'être assez compliqué. Ils ont un peu resserré les vis. Semble-t-il. Bon, après, elle a la double nationalité, c'est une chance. Aujourd'hui, quand on a d'ailleurs. Oui, comme moi. C'est une obligation pour être notaire. C'est légal, ça fait partie des conditions légales pour l'être. Donc, bon, a priori, on a la France, mais elle a une âme d'entrepreneur. Donc, elle arrête pas de me dire elle se forme, elle rentre. Ah, donc même elle. Advienne que pourra. Oui, elle a une volonté de retour. De retourner et de créer sa marque. De créer sa marque ici au Sénégal. Oui, mais c'est déjà une petite businesswoman, hein. Elle fait ses trucs et tout, ça m'amuse beaucoup, c'est génial. Je trouve ça exceptionnel. Et elle a vraiment cette envie de rentrer, De rentrer. Bon, après, je la taquine en lui disant, tu vas croiser Maxime. Voilà, tu sais, à l'inverse, quand j'ai dit ça, ça m'énerve, c'est pas drôle. Quelqu'un qui va lui dire, viens, on va... Et voilà, on va aller... en Savoie. Oui, voilà, c'est ça, ou je sais pas où, dans quel pays elle va partir. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert. Le monde est ouvert et je ne pourrais pas aller contre ça. Bien sûr. Je pense que nos enfants aujourd'hui, on doit les guider, on doit leur donner les bases et l'avoir éduqué dans cette double culture. Pour moi, c'était important en tant que fille métisse, élevée par une maman solo française de souche, on va dire, eh bien, elle puisse avoir les bonnes bases, les bonnes racines. Et dans tout ce que tu fais,
moi je le ressens comme ça, c'est vraiment tu vas avec le cœur, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel, tu vas avec le cœur. Oui, parce que intuitive aussi. Ouais. Donc tu fais vraiment ça de manière intuitive, parce que ta fille, je te dis, ça aurait été quand même beaucoup plus simple de retourner en France et de rester dans tes codes, parce que tu étais là quand même pas très longtemps. Tu l'as baignée dans cette éducation sénégalaise, tu as trouvé les moyens pour qu'elle y soit totalement intégrée. Aujourd'hui, elle parle Wolof, toi tu ne parles pas. Et en tout cas, tu le parles moyen, excuse-moi. Voilà, moyen plus. Et moyen plus. Et aujourd'hui, elle te dit, bah maman, moi je vais faire mes études en France et je vais y revenir. Donc, tu as réussi quand même à créer une personne qui n'a pas de crise identitaire, parce que souvent, tu as les métis qui ont un peu cette dualité, en sachant, je sais pas trop où est-ce que je suis. Il y a maman qui me tire, enfin maman qui est peut-être française ou autre qui me tire plus de l'autre côté, papa qui me tire plus de l'autre côté. Toi, tu as réussi quand même à créer une sorte de symbiose, d'équilibre entre les deux. Oui, parce que je pense que je lui ai montré qu'on pouvait tout à fait grandir et monter step by step au Sénégal. Ouais. Sans se dire ce sera mieux en France, j'aurai des meilleures opportunités en France. Ouais. Non, les opportunités, on peut se les créer ici. Exactement. Donc, il n'est pas... je voulais pas qu'elle se dise que je pars en France, voilà, mon environnement sera meilleur, ou elle ne vit pas cela dans un espèce de classement, que l'international ce sera mieux. Je dis qu'aller à l'international, c'est une expérience, c'est un plus. Dans le cas d'une ouverture sur le monde, ça peut être la France, ça peut être ensuite au cours de ses études aller dans un autre pays, et c'est ça qui pourra enrichir son parcours. Mais elle ne le voit pas comme une espèce d'envie de partir parce que effectivement le Sénégal aurait été un terrain de jeu trop fermé. Au contraire, je pense lui avoir montré qu'avec le travail, le respect des autres, les valeurs, le fait d'être fiable dans ce que l'on fait aussi, on peut se créer énormément d'opportunités. Des choix aussi, parfois effectivement, qui sont pas toujours les plus simples, mais qu'il n'y a pas d'échelle de valeur entre aller en France c'est mieux, aller au Canada c'est mieux. C'est plus une question d'aller découvrir autre chose, de s'enrichir de cette expérience, et puis après de venir le mettre au service d'un pays auquel elle est extrêmement attachée. Bien sûr. Son pays. Ah oui, le Sénégal, elle est totalement attachée au Sénégal. Toi d'ailleurs, qui as la nationalité sénégalaise, tu l'as appris au bout de combien de temps? Alors moi, je l'ai eu par mariage. D'accord. Donc à l'époque, quand je me suis mariée, on pouvait tout de suite en fait faire acte de la prise de nationalité. Et tu l'as fait tout de suite comme ça? J'avais fait les documents comme ça. Et puis comme je suis la cordonnière la plus mal chaussée, je me suis pas tout de suite forcément occupée de le concrétiser, mais j'avais tous les documents. Et ensuite, je pense que c'est vers 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Tu l'as eu? Oui, j'ai formalisé cela, mon certificat de nationalité. Mais c'était déjà acquis, on va dire, de par le mariage à l'époque. Avant la réforme de la loi sur la nationalité en 2011, qui a réformé les choses. Et c'était par mariage, oui, tout à fait. Et dans le notariat, c'est une profession, parce que la question, je sais qu'elle s'est posée. Tu sais, un peu comme dans certaines fonctions politiques, notamment, de savoir est-ce qu'on peut avoir la double nationalité et prétendre à certaines fonctions. Et effectivement, j'ai d'autres confrères qui ont une double nationalité aussi. Donc du coup, la loi sur la nationalité traite expressément de ça. Ma fonction est une fonction dans laquelle on peut avoir une double nationalité. La France n'étant pas un pays qui exclut aussi le fait d'avoir une autre nationalité, parce qu'il y a aussi des pays qui ne permettent pas d'avoir une double nationalité, comme la Suisse, je pense, par exemple. Ou, voilà, certains pays ne le permettent pas. La Corée aussi, un client qui est sud-coréenne, qui ne peut pas avoir la nationalité sénégalaise parce que son mari est sénégalais. Parce sinon, elle serait obligée de renoncer à sa nationalité. Elle ne le souhaite pas pour des raisons personnelles. Donc voilà, dans ma fonction, c'est possible. Et c'est un critère indispensable pour exercer. Non, mais c'est bien. En fait, c'était vraiment dans le sens où tu es venu et t'as embrassé vraiment tout de suite toute la culture, le côté nationalité. C'est pas tout le monde, tu vois. Voilà, et à nouer un mousseur sur ma tête. Tu vois.
C'est pas tout le monde qui vient et qui se dit, bah tiens, je vais prendre la nationalité sénégalaise, enfin de manière rapide, parce que t'en as pas entre guillemets pas. Oui, au départ, effectivement, je ne me visualisais pas comme devenant notaire au Sénégal. Voilà. C'est sûr que je n'avais pas la vision. Non, ben oui. La vision, elle n'était pas. Elle est née d'échanges petit à petit. En 2014, on a failli aller vers le notaire salariat avec Maître Amaro Seydi. Finalement, pour des raisons, ça s'est pas fait. Et puis, au final, tu vois, d'ailleurs, les choses ont évolué. Vraiment, quoi. Ouais. Le destin. Ouais. Parlons un peu de ton activité notariale. On en a beaucoup parlé. Donc aujourd'hui, tu es associée. Oui. Donc tu as ton cabinet depuis combien d'années? Alors moi, je suis associée depuis 3 ans avec Tabara Diop, qui elle est notaire depuis 2009. Donc qui a d'abord exercé en région, ce qui a aussi lui a donné une expérience tout à fait particulière. Elle a donc travaillé à Fatick d'abord, avant d'être nommée à Dakar en 2014. Et donc elle a exercé quelques années seule, avant de se dire que dans le cadre d'un développement professionnel, c'est important d'avoir un associé. Aujourd'hui, dans notre métier, je pense que c'est vraiment important d'être au moins 2. On a des confrères qui sont plus nombreux, qui sont 3, 4, 5 associés. Mais je pense que ce sont des métiers qui doivent évoluer vers l'association. C'est un métier avec une responsabilité très forte. On peut pas tout voir. Je pense que ça devient quand même difficile. Aujourd'hui, on est confronté à des tentatives d'escroquerie. Moi, en 3 ans, j'ai déjà mis les pieds 3 fois au commissariat du Point E pour des escroqueries, des faux documents. Mes collaborateurs sont très vigilants et d'ailleurs, je les en remercie parce que parfois, ça va être la pièce d'identité qu'on va prendre dans la main puis on se dit, oh, pièce là, elle pèse, hein. Tu vois, des choses assez... Ouais, on vérifie. On peut avoir des soupçons sur certaines personnes. On a reçu des documents qui étaient des faux, mais de A à Z, de la procuration du notaire en France jusqu'à l'exéquatur au Sénégal, du faux de A à Z, avec des erreurs tellement flagrantes que c'était on pouvait le vérifier. Et je veux dire, donc ça voulait dire quand même une maîtrise du process. Parce que la personne, elle arrive avec un dossier parfait, donc je sais pas si par manque de vigilance ça aurait pu échapper à quelqu'un, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas l'apparence d'un dossier absolument parfait, complet, nous on se dit génial, c'est vraiment super, le dossier est bien, et puis bon après on prend le temps, on regarde et on voit qu'il y a beaucoup de donc on a un métier quand même aujourd'hui sur lequel on est assez exposé, et puis s'il y a un petit problème, on va chercher la responsabilité du notaire, quel que soit la situation ou le contexte. Après, effectivement, donc il y a tout ce côté-là. Et puis, quand on devient notaire et quand on est aussi, on fait tout. RH, coach, coach thérapeutique. Je trouve que oui, coach aussi pour nos clients, par rapport à la clientèle. Oui, il y a ce côté un peu psy parfois, effectivement. Tu as besoin d'écouter plus que de recevoir aussi peut-être. Certaines situations, quand on vient chez un notaire, c'est pas forcément que pour faire du papier administratif pur. Absolument. Il y a toujours un contexte derrière, en plus. Et ça, je le dis à mes collaborateurs, parce que, tu sais, après, l'habitude du métier et la répétition des choses peut parfois faire perdre un côté humain. Et ça, je le vois surtout quand ils envoient la note de frais. On dit toujours, le notaire est cher, on va devoir payer des frais, on vient vraiment au dernier moment par peur, en fait, du montant qu'on va venir nous réclamer. Et je leur dis, mais regardez, vous envoyez ça de manière, ça vous est complètement égal, le nombre de zéros qu'il y a, ou le nombre de chiffres qu'il y a dans la facture. Mais imagine, toi, si demain je te dis, tiens, tu dois payer ça, et combien de temps tu vas devoir économiser pour arriver à payer une facture de modification des statuts ou des actes assez simples d'une vente d'une parcelle, on a acheté, puis bon, après, il faut aller chez le notaire, il faut formaliser. Et là, c'est vrai que il faut garder ce côté service, encore une fois, et comprendre qu'effectivement, la prestation, quel que soit le coût, alors après, on perçoit des taxes pour l'État, et il faut que la personne aussi, le client, en soit pédagogue, de lui faire comprendre que tout ne rentre pas dans notre poche, même s'il y a un préjugé, de cherté de nos honoraires, mais bon, ça c'est un autre débat. Après, on essaye d'être pédagogique sur la manière dont les frais se dispatchent entre ce que nous collectons pour l'État et ce qui rentre et ce sur quoi nous aussi on paye les impôts.
Et nous aussi, on est contrôlés strictement et qu'on n'a pas le droit de faire des remises d'honoraires, et etc., etc. Donc, il y a aussi une pédagogie par rapport au prix que l'on paye. Mais moi, quand j'annonce des provisions, je me sens pas forcément toujours à l'aise. Enfin, je rappelle à mes clients à mes collaborateurs plutôt qu'en fait, il y a un travail, il y a une prestation de qualité qui est attendue derrière. Quand on demande, oui. Exactement. Même nous, quand on va dans un restaurant, si le plat pour lequel on a commandé, il est froid, on va le renvoyer en cuisine. Ouais, pour moi, c'est pareil avec un acte s'il est mal rédigé. Ouais. Ouais. Je suis assez un peu maîtresse d'école sur ce genre de choses, mais c'est important. Faut pas que ça soit automatique et que faut pas perdre cette dimension humaine à travers la charge de travail que nous avons tous dans nos métiers. Et c'est très important de se rappeler constamment qu'on est là pour assurer un service et pour assurer la sécurité juridique des transactions pour lesquelles on est saisi et que notre intervention, elle est aussi elle est payante pour le client et qu'aujourd'hui, surtout dans le contexte économique actuel, bien c'est des choses qui peuvent être assez difficiles. Donc, on doit être à la hauteur des attentes que l'on porte sur notre profession, qui en plus c'est une profession parfois mal connue. Ou mal aimé parfois, mais en tout cas, quand même la différence. Avocat, ça peut être mal aimé. Tout dépend de quel côté tu te trouves. C'est pour ça que j'ai été des deux côtés, moi, pour voir un peu comment ça se passe. Notaire, tu te dis, ça va coûter cher, mais tu sais que tu en as besoin, en fait. Oui, tu sais que tu en as besoin, mais il faut que la personne formaliser quoi elle a besoin de nous, tu vois. Il y a tout ce côté pédagogique qui est indispensable à notre profession. Pour comprendre la valeur ajoutée que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, dans les pays anglo-saxons, tu n'as pas de notaire. Les gens font des transactions avec leurs avocats, avec leurs conseillers juridiques. Et l'intérêt du notaire aujourd'hui dans notre système juridique, il faut le comprendre comme une valeur ajoutée, comme une protection qu'on assure aussi aux clients. Et pour ça nécessite de se former constamment, de s'intéresser aux nouveaux sujets. On parlait tout à l'heure de ChatGPT, moi, l'intelligence artificielle, l'IA, tout ça, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. La blockchain, les choses comme ça, tu vois, c'est des sujets qui sont aujourd'hui importants dans notre profession, incontournables. La digitalisation, l'État fait énormément de progrès et accompagne vraiment sur des sujets. Je pense qu'on aura des évolutions marquantes dans les années qui viennent à travers tout ce processus de digitalisation, des procédures foncières, ce qui permettra d'éviter aussi la fraude, les arnaques. Oui. Mais tout ça nécessite effectivement aussi des moyens et que les personnes comment dirais-je, s'en imprègnent en fait, comprennent que c'est important. Dans notre profession, comme dans beaucoup d'ailleurs, il y a aussi des écarts de génération. Les gens ne sont pas toujours à la pointe de la technologie ou des écarts, peut-être des différences d'intérêt sur certains sujets. Mais il faut qu'on évolue petit à petit parce que je pense que c'est indispensable pour assurer la pérennité du métier. D'une métier, oui, tout à fait. On est menacé, on le sait. Donc à nous de montrer notre intérêt social. Et puis d'autant plus qu'on pense que chaque GPT peut remplacer une quelconque intelligence humaine. C'est pareil pour les cabinets d'avocats, c'est pareil pour les designers d'intérieur, c'est pareil pour beaucoup de professions aujourd'hui qui sont menacées par l'IA et par ChatGPT, les consultations. Bon, tu les repères après, hein. Le ChatGPT, il est repérable. Il est très repérable. Et puis ce côté humain. Mais maintenant, j'ai appris qu'il y a même des sites pour reformuler du ChatGPT. Pour qu'il fasse plus humain. C'est ça. Plus vrai. Incroyable. Donc non. C'est génial. On est toujours, mais ça pourra jamais remplacer le côté. La finesse de la consultation liée à la connaissance qu'on peut avoir de son client. Et aussi aux différences. Bien sûr. C'est l'intelligence humaine face à l'intelligence artificielle. Ça peut être un outil. Et c'est un outil que l'on doit apprivoiser. C'est un outil qu'on ne doit pas négliger en disant c'est dangereux. Et tout ce qui est un peu dangereux fait peur, donc on s'en éloigne. Et moi, je me dis que j'essaye de l'apprivoiser. D'utiliser de manière intelligente. Je le dompte. Et du coup, comment tu vois ton cabinet dans 5 ans? Là, vous êtes qu'au Sénégal. Est-ce que tu vois une ouverture plus... on aimerait qu'effectivement, peut-être, à l'instar de ce qui se passe dans la zone UEMOA, on puisse développer. Mais le notariat est pour l'instant, de par ses aspects réglementaires,
limité au pays dans lequel tu es nommé. D'accord. Et puis même dans une zone d'ailleurs, parce que moi, si je dois limiter mon champ de compétences, j'interviens, je suis une notaire nommée sur Dakar, donc ma compétence territoriale est limitée à la zone. Elle est régionale aussi. Elle est régionale. D'accord. Donc voilà, parfois il y a des velléités de faire sauter la compétence territoriale. C'est un sujet qui revient régulièrement devant l'Assemblée générale des notaires. Ouais. Est-ce que réellement on pourra demain, dans les années qui viennent, se dire j'ouvre un cabinet ou une succursale en Côte d'Ivoire? Moi j'aime beaucoup Abidjan, c'est un pays où j'ai beaucoup travaillé quand j'étais en cabinet d'avocat grâce à Khaled, donc ça a été aussi une belle découverte. C'est un pays Abidjan, et puis j'ai fait un peu l'intérieur du pays aussi. Ouais. Donc bon, je prends ça comme exemple parce que j'ai pas mal d'amis là-bas et qui me disent mais pourquoi vous pouvez pas? Je dis bon, ce sont nos textes actuels. Okay. Rien ne dit que dans quelques années les choses pourraient évoluer. On le voit, les avocats et les experts comptables ont cette capacité aujourd'hui, dans des conditions qui sont bien strictement encadrées, de pouvoir s'installer. Et c'est comme ça que Ouda a pu ouvrir son cabinet dans lequel je travaillais à Dakar et à Abidjan, en passant par toute une série d'obligations réglementaires pour le faire. Mais effectivement, pour l'instant, on est cantonné, on va dire, au Sénégal, à Dakar, mais il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Non, pas du tout. Et il y a de quoi faire et faire bien et faire différemment. Et encore une fois, dans le but de montrer aussi notre intérêt social, notre valeur ajoutée, d'accompagner, de conseiller plus généralement nos clients. Ayant fait les deux, ayant fait la conseillère juridique pendant quelques années dans un cabinet d'avocats, ça a été aussi très enrichissant parce que du coup j'ai parfois un regard, mes confrères d'ailleurs me disent que de temps en temps j'ai encore trop la tête d'avocate. Voilà, c'est ça, exactement. Je garde sur c'était une expérience unique d'ailleurs dans mon milieu professionnel, oui. Ouais. Si je devais résumer ta vie par un mot, une chanson, une phrase, une expression, ça serait quoi? Je pense souvent il y a certaines phrases, peut-être il y a une phrase de Martin Luther King que je dis souvent, croyez en vos rêves, ils se réaliseront probablement, croyez en vous, ils se réaliseront sûrement. Ouais. Et je pense que cette phrase, elle m'a accompagnée dans mes phases de doute. De doute, ouais. Et dans les périodes où ça a été plus difficile, dans les choix pas forcément les plus simples que j'ai pris. Je pense qu'aujourd'hui, notamment, là je parle plutôt en tant que femme aussi, on a souvent des problèmes de légitimité, de confiance en nous, dans certaines transitions professionnelles. Donc je crois qu'il faut arriver, en tout cas, à faire les choses à son échelle. Je me suis jamais dit je vais me mettre à révolutionner mon activité professionnelle ou avoir des grands rêves, mais déjà faire les choses à mon échelle, contribuer à impacter dans mon environnement proche. Voilà, il y a plusieurs personnes que je coach, que je forme, des gens qui viennent vers moi pour différentes sollicitations. On met en place plutôt un petit projet entrepreneurial. Moi, j'en ai un que j'accompagne sur la petite côte, voilà, sur un projet. C'est à petite échelle, mais je me dis que c'est plus utile bien sûr. Que voilà, lui avoir permis d'acquérir son matériel professionnel pour créer son activité. Je préfère ça qu'une sollicitation comme ça nous arrive tous et souvent. Donc effectivement, aujourd'hui, je fais ça à mon échelle, tu vois, tranquillement. Ouais. Mais avec de l'impact. Avec de l'impact. Ouais. Discrètement. C'est ça. Oui, tu aurais peut-être pu en parler. Parce que je trouve que, déjà, merci déjà de partager ton expérience comme ça, parce que je sais que c'est pas un exercice facile et je sais que c'est vraiment. Tu de parler de moi, hein. Voilà. Je t'ai dit, je ressens que. On est dans le contraire. C'est pas toi qui écoutes, c'est toi qui nous partages. Aujourd'hui, toi, en tant que femme, qui a cheminé dans un pays à l'étranger, avec une fille seule, quel conseil tu donnerais à d'autres femmes, des hommes qui cheminent seuls dans un endroit, dans un environnement différent? Quels sont les conseils que tu leur donnerais pour que, justement, qu'ils puissent, comme toi, cheminer avec succès, je veux dire, avec grâce? Être à l'écoute de l'autre. Ouais. Ne pas avoir de préjugés.
comprendre les codes, mais ça passe par le dialogue, par le questionnement. Je pense ne pas venir dans un pays étranger pétri de certitudes sur la manière dont les choses se passent. Ouais. Être attentif à son environnement extérieur, ne pas prendre une remarque avec trop de susceptibilité. C'est important ça. Ça m'est arrivé au début. Ouais. Au début, j'étais susceptible sur certaines choses que je comprenais pas toujours, que me disait le père de ma fille. Ça m'énervait. Je me dis, mais arrivé au Sénégal, il change. En fait, c'était pour mon bien. Je l'en remercie. C'était pour mon bien. Ouais. C'était aussi, tu vois, il faut s'imprégner, mais sans renier ce que l'on est. C'est important. C'est important. On renie pas, on peut pas se renier. Enfin, je ne pense pas. Mais avec ses propres valeurs, sa propre éducation. Si on a eu la chance d'avoir comme moi une éducation très ouverte et en même temps assez stricte, hein, mes parents, c'était pas, c'est pas la vie de bohème, hein, non, c'était pas la vie d'artiste, hein. Un père ingénieur, une maman qui nous a élevés, mon frère et moi. Moi, je suis la seule fille, on est 4. Mon père après a eu 2 autres garçons, donc j'ai 2 petits frères du second mariage de mon père. Et donc c'est ça en fait, c'est essayer d'être à l'écoute le plus possible vraiment de son environnement, de ne pas être susceptible et de ne pas venir avec préjugés, des certitudes. C'est important. L'humilité dans le travail, accepter d'être formé, accepter que ce que l'on savait à l'étranger, oui, c'est les bonnes bases, mais la manière de le faire ici, elle sera peut-être différente. Et puis, petit à petit, si vraiment on le pense utile et opportun, peut-être faire évoluer la manière dont on le fait dans son travail. Moi, c'est pas parce qu'on trouve quelque chose qu'on doit aussi l'accepter et voilà, et complètement s'en imprégner. Moi, je pense qu'aussi c'est ça l'intérêt de l'échange et du multiculturalisme aussi. On peut bénéficier de tous ces échanges et ces expériences. Donc moi, il y a des choses que j'ai trouvées dans l'étude. En plus, je venais d'une étude qui venait de se faire certifier. Donc ça nous a aussi, j'avais pu partager aussi mon expérience avec cette certification ISO dans l'étude à Paris où je bossais. Donc ça nous a aidé aussi après à mettre en place certains process qui sont indispensables et que j'avais pas forcément donc trouvé, mais qui étaient bienvenus parce que complètement adaptables à l'activité partout en fait. Et donc ça c'est important. Puis après ça, c'est peut-être pour quelqu'un, effectivement, et puis bon, après, il y a le milieu professionnel. Je pense que venir aujourd'hui au Sénégal et se dire, je vais chercher du travail, ça va être quand même, à mon avis, compliqué. Quand on connaît pas le Sénégal, bien sûr. Quelqu'un qui vit en Europe, aux États-Unis, sénégalais d'origine, qui veut rentrer, peut-être que grâce à ses connexions, à son réseau, il arrivera à trouver du travail ou à monter son projet entrepreneurial, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de personnes qui vont monter leur activité parce qu'ils ont compris. Et encore ça, il faut bien analyser son marché pour bien voir où est-ce que si l'activité parfois on a un peu une chimère et on veut essayer de le mettre en place, mais c'est important de bien analyser son marché avant. Donc pour quelqu'un qui veut venir en mode je rêve du Sénégal, j'ai cette espèce de rêve de venir dans un pays qui quand même reste une entrée vers l'Afrique, à mon avis, hein, j'ai fait d'autres pays de la sous-région, le Sénégal c'est quand même très différent. Il y a un niveau culturel, social, une richesse des échanges, une richesse humaine très forte au Sénégal. Le côté de la langue aussi, le fait que quand même beaucoup de gens parlent français, pour quelqu'un qui vient d'un pays francophone, bon, il se dit ça va être facile. Et je pense que, par exemple, pour l'activité professionnelle, il faut vraiment bien se renseigner sur les métiers aujourd'hui qui recrutent ou qui ont besoin de compétences avant de venir s'installer. Et puis pour des gens des répates, comme on les appelle, c'est se préparer encore plus et c'est un couple. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de personnes dans mon entourage qui ont voulu rentrer et il y avait un peu un décalage de motivation entre l'homme ou la femme, quel que soit celui qui voulait rentrer. Et ça a pu être un frein. Un frein, Donc c'est important aussi d'être, soit de venir faire un projet ensemble ou d'être en tout cas prêt ensemble. Même si je pense qu'il faut pas trop attendre.
Tu vois, ce côté... faut pas trop réfléchir, trop préparer. C'est ça. Moi, j'ai réfléchi à rien. J'ai dit non, mais toi, oui. On y va, ok. Allez, go. On y va, c'est parti. J'ai jamais fait, non, on y va. Non, c'est pas grave, on y va, pas de souci. Allez, hop, Dakar, Liberté 6. Ok, connaissez bien. Ouais. Et puis, je trouve que 3 mois après, j'ai acheté une voiture parce qu'il fallait plus que je dépende des taxis, j'en pouvais plus. Et donc, tu conduisais? Ouais. Normal? Ouais, normal. Bon, parce qu'à l'époque, c'était pas, comme je disais c'était pas la mode des repas. Elle arrive là, elle est arrivée il y a quelques années. Oui. D'ailleurs, comment tu vois ça, ce côté-là? C'est génial. Je trouve ça extraordinaire. Ouais. Moi, vraiment, je trouve ça super tout le temps, régulièrement. J'entends des clients qui sont encore un peu à cheval sur les 2 juridictions, France, Sénégal, qui hésitent. Et je crois que, encore une fois, si le projet que on a étudié sa capacité de s'intégrer dans le marché, que ça répond à une demande, il faut pas réfléchir trop longtemps, quoi. Ouais. Et je trouve ça super. Ouais. Mais ça nécessite quand même un petit peu de préparation. Il y a même pour ceux qui ont vécu longtemps en Europe ou autre, entre le moment où ils viennent pour des vacances ou de manière épisodique au Sénégal et puis venir pour s'installer pour vivre. Bon, après, les codes, les choses reviennent très vite. Hein. C'est la maison, donc ça va. On n'est pas perdu. Mais je crois que le Sénégal aussi, pour ceux qui sont partis pendant longtemps, il a beaucoup évolué. Ça a beaucoup changé. Et moi, j'ai même l'impression des fois que pour des personnes qui sont restées, qui sont nées ici, qui ont vécu ici, par exemple, jusqu'à 18 ans, qui vont là-bas pour les études et qui reviennent, c'est plus difficile pour eux. Que pour des personnes qui reviendraient tout de suite après leurs études, par exemple. Ou même des personnes qui sont nées en France et qui reviennent parce que ils ont laissé quelque chose qu'ils ne retrouvent pas. On leur demande d'être comme avant alors que eux ils ont évolué dans un environnement différent. Donc c'est très très compliqué bien sûr. Pour eux de s'adapter. Ça, c'est aussi une immense différence dans mon profil par rapport au REPAT. Hein, ça, c'est clair, c'est l'aspect social. Tu vois. Que le REPAT, les couples, les familles qui reviennent vont forcément du coup être aussi confrontés à l'aspect social. Comme je dis, si le week-end je veux faire l'étoile de mer sur mon lit à ne rien faire, je peux. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne ne va m'en vouloir de ne pas être allé dans certaines obligations sociales. Donc c'est du coup, je pense qu'effectivement c'est aussi une sorte de privilège quand même dans la pesanteur sur la femme particulièrement, tout ce qu'on exige de la femme sénégalaise. Moi, mon associé, entre autres, ou mes amis, c'est des... en tant que femme, en plus mariée, le soir, il y a quand même pas mal d'injonctions qui sont obligatoires. C'est ça. Mais il faut essayer. Après, c'est peut-être facile à dire parce que moi aussi, je suis un profil où je suis née là-bas, donc je peux me permettre de dire, je ne vais pas forcément à tous les baptêmes, tous les mariages, tous les week-ends. Bien sûr. Mais il faut quand même, je pense, mettre le haut là, mettre des limites. Pour pas se retrouver complètement englouti dans toutes ces choses sociales qui peuvent être très 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 prenantes. Ça doit pas être facile à faire, mais certainement c'est une démarche quand même nécessaire. Qu'il faut faire. Après ça dépend des personnalités aussi. Il y a des gens que dans leur famille, on va pas leur demander certaines choses, elles ont tout de suite mettre là quoi. Les choses sont claires. Les choses sont claires, on va pas passer ce côté-là. Et ça repose. Bah oui, c'est important. C'est important effectivement et puis de s'assurer que son projet est en adéquation avec le marché ou en tout cas pourra évoluer en fonction du marché de l'emploi, du service. Il y a énormément de choses à faire dans beaucoup de secteurs d'activité, dans l'éducation notamment, dans la formation, la santé. Bon. Tu vois, tout le monde parle de l'immobilier, c'est un gros secteur d'activité aujourd'hui qui traverse une période un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on peut faire de l'immobilier autrement, par exemple. Il y a besoin d'espaces de stockage, il y a besoin d'espaces commerciaux, il y a des secteurs qu'on peut commencer à explorer. Quelqu'un qui veut aujourd'hui revenir ne soit pas forcément de l'immobilier résidentiel. Et il y a des secteurs d'activité qui sont aussi plus rentables aujourd'hui dans certaines filières agricoles notamment qui vont plus vite en termes de rentabilité ou aller vers de la mécanisation agricole, investir dans certaines machines, investir dans la transformation, tout ce qui est même de monter vraiment une chaîne d'industrie. Ça c'est, je pense, même plus porteur aujourd'hui en termes de retour sur investissement
que le mythe de se faire son immeuble. Oui. Aujourd'hui, Faire des locations, il y a beaucoup de biens qui sont pas encore terminés, même d'ailleurs beaucoup de chantiers qui sont un peu à l'arrêt ou qui ne sont pas loués. Oui, tout à fait. Il y a quand même une crise qui est là. On espère que ça reprendra. Ouais. Mais je pense que c'est lié aussi à un décalage entre offre-demande, des projets qui se sont montés peut-être sans réelle adéquation avec le marché. C'est ça. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui te plaît le plus au Sénégal et qu'est-ce qui t'énerve le plus au Sénégal? Toi qui es depuis 20 ans, il y a forcément quelque chose. Question piège. La cuisine. Ce qui te plaît le plus ou ce que tu aimes le moins? Non, la cuisine, c'est ce qui me plaît le plus. Ouais. Et ce que j'aime le moins, ça va de pair, en fait, c'est le temps, c'est l'attente. Moi, quand j'ai faim, tous mes amis me disent que je suis insupportable. Bon, là, t'es politiquement correcte, Elodie. Tu vas sortir les réponses. Les plats, ça prend du temps, tu vois. De faire la cuisine, ça prend du temps. Quand j'ai faim, je suis pas du tout de bonne composition. Ouais. Bon, écoute, ta réponse est, on va dire, à moitié acceptée. On va dire ce que tu aimes le plus, c'est la cuisine. Oui, c'est un service, de manière générale, la convivialité, les relations sociales humaines qu'on peut avoir ici, vraiment. Moi, je vais t'aider un peu pour ce qu'on aime le moins. Je vais t'aider un peu pour te permettre un peu de peut-être te pousser un peu. Par exemple, le côté, il faut être résilient au Sénégal. C'est-à-dire que des fois, allez, on va dire un truc comme ça, mais le service après-vente, je trouve qu'il est un peu compliqué dans certains endroits. Les personnes peuvent être un peu trop laxistes sur certaines choses qui peuvent être importantes. J'essaie de t'aider par ce genre de... Faut accepter que des fois, ton exigence en termes de et c'est pour ça que je disais tout à l'heure ne pas renier ce que l'on est. Ouais. Et en même temps, avoir cette capacité d'ouverture et de s'adapter. Parce que parfois, quand j'entends mes clients européens qui travaillent ici, j'ai envie de leur acheter un défibrillateur les premiers temps. Parce que je leur dis, mais arrêtez, montez pas dans les tours. Il va falloir vraiment, tout de suite, que vous compreniez certaines choses. Ouais. Mais je pense que on a aujourd'hui une génération qui se forme de plus en plus, qui s'intéresse aussi à beaucoup de choses. Et tout ça, ça passera par l'éducation. Ouais. Ça passe par l'éducation, ça passe par la formation. Et il n'y a pas que des choses au niveau de l'école qui jouent. C'est tout. C'est arriver à avoir aussi, même dans les productions audiovisuelles, des programmes peut-être plus qualitatifs qui vont aller montrer des meilleurs modèles ou essayer de... Mais d'ailleurs, à travers ce que tu fais aussi, c'est important de montrer aux gens que voilà, tel exemple de réussite... je vais pas être un exemple, mais... Non, mais voilà, il faut pas non plus... De montrer qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, en fait. Et le côté, effectivement, peut-être... service après-vente ou comme tu dis, ou le service et autres. Et je crois que c'est le temps qu'on va mettre aussi à former les gens, à les éduquer, à développer toutes ces offres de formation. Dans l'hôtellerie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens qui sont très bons dans ce secteur-là au Sénégal et qui peuvent vraiment aussi transmettre leurs compétences. Et après, il y a des secteurs dans lesquels aussi il faut revoir compétences, salaire, tu vois aussi on peut pas prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience et le mettre devant 50 personnes ou en salle dans un restaurant. Sûr. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit en fait. Certains métiers, on voit dans la restauration notamment ou dans l'hôtellerie que c'est des métiers où souvent ils sont pris un peu sur le tas et puis voilà, mais c'est pas des métiers où il s'agit que de porter des assiettes et de les amener sur une table. Il faut les former. Et ça, je pense qu'on a tout à fait les compétences pour pouvoir le faire. Et maintenant, effectivement, il faut sensibiliser davantage sur le service personnel. C'est important parce que justement, dans notre façon de vivre, il y a cette entraide, cette solidarité. Les gens sont très sociables, donc se former, c'est... Oui, et puis le côté transmission.
C'est quelque chose qui est assez important, que tout le monde aime que tout le monde aime faire. Oui. Et qu'il faut un peu plus vulgariser. On le fait tous un peu à notre échelle. On le fait, oui. Tu as ton travail de notaire, tu transmets de l'autre côté, tu fais du mentoring un peu de ton côté, du coaching. Et je pense que tu vois, tu disais que je fais ça à ma petite échelle de manière peut-être trop discrète, mais je pense que c'est important aussi de le valoriser parce que ce que tu fais toi, quelqu'un d'autre va le faire, et c'est ça qui va faire effet boule de neige, qui va justement avoir l'effet escompté sur un plus grand nombre de personnes. Oui. Donc, mais je suis éternellement curieuse et optimiste aussi. Je suis extrêmement optimiste en fait. Il y a vraiment des axes d'amélioration. On sait les points faibles, on connaît tous malheureusement certaines choses auxquelles on est tous confrontés et c'est pas un jugement, c'est un constat. Bien sûr. Et on n'est pas là pour c'est pas dévalorisant ou quoi que ce soit. C'est juste un constat, mais de ce constat, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des solutions. Il y a des solutions. Je suis absolument certaine qu'il y a des solutions. Et je vois dans mon milieu professionnel des gens qui apportent des solutions ou qui travaillent autour de ces solutions, qui accompagnent les jeunes, qui sont des incubateurs, qui aident à structurer des startups, qui aident à formaliser, à mettre en place des formations. Là, je vais travailler bientôt sur un projet justement dans ce secteur-là, donc d'une école de formation qui est tournée vers l'hôtellerie, etc. Donc c'est vraiment, il y a besoin d'ouvrir les yeux vers des choses aussi optimistes, quoi. Ouais. Je vois toujours le verre à moitié plein. Oui, parce que je pense que avec la jeunesse que nous avons, avec les cadres qui sont rentrés et qui ont ce recul aussi nécessaire, avec ces nouveaux élans que nous avons aujourd'hui, donc ça s'accompagne d'un optimisme. Et ça, c'est peut-être un peu ce qu'on a tendance à négliger un petit peu. En ce moment, on est un peu dans un tour un peu d'effet, je sais pas, un peu, voilà, on attend. Une imprévision, tu vois. Et je pense qu'il faut insuffler de l'optimisme et de l'espoir. Il y a beaucoup de choses. On a les ressources humaines sont là, les gens sont là, les gens sont motivés, ils ont envie de travailler. Mais il faut adapter aussi les formations professionnelles, la voie universitaire à la voie professionnelle. On peut pas aujourd'hui avoir des jeunes qui font des années d'études et qui n'ont jamais mis les pieds quelque part pour faire un stage. Ouais, ça c'est J'ai reçu il y a quelque temps un jeune comme ça qui avait réussi le concours d'accès direct à la profession de notaire et que j'ai reçu, et dans son CV en fait, je constate qu'il n'y a pas de stage. Il a 29 ans, il n'y a aucun stage. Il a fait 9 ans de diplôme universitaire. Bon, je lui ai donné des conseils quand même, parce que je pense qu'effectivement, c'est important, dès qu'on en a la possibilité, dès qu'on commence ses études, de pouvoir d'aller proposer des stages gratuitement. Voilà, on n'a pas à cette époque-là. Moi, je me rappelle quand j'ai été prise en études, je travaillais à Paris, et j'étais juste contente d'avoir été prise. C'était pas ce que j'allais toucher à la fin du mois. C'était pas vraiment important pour moi, mais c'est important de pouvoir le faire. Moi, j'ai commencé entre la 2e et la 3e année de droit. Donc, les 2 premières années étaient assez intenses, je pense, à l'université. Après, j'ai pu me ménager du temps pour aller pendant les vacances, pendant les coupures, ce qui fait qu'à partir de ma 3e ou 4e année, j'avais déjà intégré l'étude, où ensuite j'ai fait mon stage de diplôme supérieur. C'est important de côtoyer le milieu professionnel qui nous intéresse tôt. On a un collaborateur qui a été recruté comme ça, en fait, chez nous. Il a d'abord fait un stage, ensuite il est allé continuer ses études, et on n'avait qu'une hâte, c'est qu'il termine, bien sûr, pour pouvoir le recruter. Parce que quelqu'un qui avait des qualités humaines que l'on sent être totalement... il a failli nous échapper pour aller chez les avocats, mais on a réussi à le retenir. Reste là, reste de notre côté. Un investissement pour mes chers avocats. Mais voilà, c'est ça en fait. Tu as des jeunes, des profils comme ça, que tu peux identifier, garder, et ensuite développer une relation de confiance où quand le diplôme sera fini, tu as tout à fait ta place chez nous, dans la société où tu as évolué. C'est un travail de transmission, c'est des gens qui vont certainement évoluer en interne, et c'est une satisfaction de voir que c'est possible. Élodie, ton mot de la fin. Quel est ton mot de la fin, le conseil que tu donnerais aux personnes qui veulent revenir? Ton mot, ou alors ton mantra, quelque chose qui te parle. Mon mantra, c'est effectivement,
J'aime bien, parfois tu parles, c'est souvent de l'audace dans ton podcast, c'est le thème aussi fondateur. Je pense qu'effectivement, la vie est faite de choix, tu vois. Et moi, j'ai eu dans ma vie énormément d'options possibles, le retour à plusieurs périodes de ma vie que j'ai envisagé. Rester a été un choix positif. C'est-à-dire, c'était pas un choix par défaut. C'était un choix vers l'action, vers de manière réfléchie. Un choix audacieux. Parce que rentrer en France, c'était la sécurité, c'était mes repères, ma culture de base. Donc, le choix pour le Sénégal a été un choix non pas par défaut, mais un choix plutôt d'avenir et d'opportunité. Et je pense aussi qu'il faut savoir dans son entourage entretenir son réseau. C'est très important aussi. De bien entretenir son réseau, d'avoir des relations sincères avec les gens. Parce que moi, je pense que les opportunités que j'ai eues ou que j'ai pu recevoir pour évoluer, notamment dans la phase qui ont amené à ma nomination comme notaire, elles ont été liées à ça. Elles ont été liées au fait que les gens j'ai pu faire une bonne impression à certaines personnes. Et il y a ton authenticité. Et c'est resté. Et ça a joué, effectivement. Mais après tout, le choix, toujours de manière positive, effectivement, ça c'est quelque chose qui m'accompagne. C'est une nature très optimiste, souriante, en tout cas. En tout cas, solaire. Oui, donc je pense qu'effectivement, quelqu'un qui veut rentrer au Sénégal aujourd'hui, il y a énormément d'opportunités. Et à une échelle, à toute échelle. Et avant tout, c'est le secteur pour moi aujourd'hui privé qui doit être le moteur de développement du Sénégal. On a des compétences exceptionnelles, que ce soit ici ou dans la diaspora, qui ont envie de rentrer, qui hésitent peut-être encore, mais il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Faut se faire confiance. Faut se faire vraiment confiance. Croyez en vous avant tout, se faire confiance avant de franchir ce cap. En tout cas, Elodie, merci pour ton choix de cœur envers le Sénégal. Merci pour ton audace. Merci pour les valeurs. Merci vraiment pour tout ce que tu incarnes. Parce que au-delà de ta casquette de notaire, t'as été quelqu'un, justement, je pense que tout ce qui t'est arrivé par la grâce, comme tu dis, mais t'es arrivé parce que tu étais ce que tu étais. T'as été authentique. T'as pas essayé de porter une carrure de personne conquérante ou quoi que ce soit. T'as été toi-même. Ça se voit aussi par l'éducation que tu as donnée à ta fille, par les relations que tu as gardées avec la famille de ta fille, pardon. Tes enfants, c'est peut-être un lapsus, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, mais non, merci vraiment pour ton partage, parce que c'est pas quelque chose qui est forcément évident pour toi. En général, c'est le contraire. C'est vrai. Tout à fait. Donc, c'est un parcours très inspirant qui rend vraiment fier en disant, ça fait 20 ans qu'elle est là et elle n'est pas venue au moment où être europathe était à la mode. Elle est vraiment venue par un choix de cœur, d'audace et de curiosité qui t'a amené vraiment aujourd'hui à être un de nos notaires. Merci beaucoup, Mathilde. Et on se dit à très bientôt. Merci. Et plein de succès pour le cabinet. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup pour le soutien. Merci. À très bientôt. Merci. C'était Elodie Dagneau qui nous a partagé son parcours, son expérience de 20 ans au Sénégal, son cheminement, les valeurs qui m'ont poussé à rester ici, à éduquer sa fille dans les valeurs et la culture sénégalaise. J'espère que ce podcast vous a inspiré, vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Et surtout, soutenez-nous pour que ce podcast puisse durer. À très bientôt.